rebonjour d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Merci d'être venus à cette table ronde, donc la deuxième du VR Jam. Alors aujourd'hui, on va moins parler de futur, enfin maintenant que ce matin, parce que le métavers, on sait quand même que c'est pas encore totalement ici. En revanche, il y a une technologie qui est à pleine maturité aujourd'hui, qui est la réalité virtuelle, en tout cas en termes de création. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la chaîne de valeur, c'est-à-dire comment on passe du moment où on a un contenu de réalité virtuelle qui est créé jusqu'au moment où en fait des vrais gens, des utilisateurs, les ont dans les mains, ces contenus, pour pouvoir apprendre, s'amuser, travailler à distance, voilà, tous les différents cas d'usage. Et pour ça, on a rassemblé une belle palette de cas d'usage, finalement, de la réalité virtuelle. Donc, on va d'abord passer un petit peu de temps à apprendre à connaître nos interlocuteurs, à savoir ce qu'ils font. Après, on aura une session plutôt focalisée sur les difficultés des projets de VR ou les bonnes pratiques. Et puis à la fin, on aura une session de questions-réponses où vous aurez le loisir de poser des questions à l'ensemble des participants. Voilà. Juste avant de vous présenter les participants, je vais juste me présenter. Donc, je suis Anne-Sophie Jimenez. Je suis cofondatrice du VR Jam avec Jérôme Denis et Natalia Velikanova. Et je suis aussi cofondatrice d'une société qui s'appelle WeDid. Et moi, mon domaine d'activité, c'est plutôt la formation. Voilà. Alors, on va faire dans l'ordre de passage. Donc, on va passer la parole à Nicolas Berdon de la société VR Show. Donc, Nicolas, si tu peux te présenter et nous dire ce que fait VR Show. Très bien, merci. Alors, VR Show, on est un acteur toulousain et on est spécialisé dans la production de réalité virtuelle et également la partie événementielle, dans le sens où on vient intervenir auprès des entreprises pour, d'une part, les initier à des expériences de réalité virtuelle diverses et variées, mais également, là, le nouveau sujet, de les initier au métaverse. Donc notre travail, c'est d'aller évangéliser à la fois des applications, des contenus qui ont été créés par des développeurs indépendants, mais également, je dirais, intervenir en production pour aller effectivement présenter des programmes plus sur mesure de promotion touristique, par exemple, ou historique. Je pense à certains projets dernièrement. Et voilà. Très bien. Merci Nicolas. Véronique, tu peux nous présenter ta société ? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Véronique Lima et je possède la salle de réalité virtuelle qui s'appelle Dreamaway et qui est située en plein centre-ville de Toulouse, donc entre la rue de Metz et puis la place Saint-Georges. Donc, en termes d'activité, on est aujourd'hui fortement tourné vers le divertissement. Donc voilà, ce sont des expériences collaboratives avec soit beaucoup d'adrénaline, soit beaucoup d'énigmes. Voilà, donc je vous invite à venir découvrir. Je fais un peu ma pub. Et puis on a un deuxième secteur d'activité qui est la culture. Notamment, on a diffusé des dimanches culturels gratuits ouverts à tous pendant tout le mois d'août où chacun pouvait venir découvrir ce qu'est la réalité virtuelle au travers d'une expérience. Et le dernier volet, qui est un volet extrêmement important pour moi, c'est celui de la formation, donc la formation en réalité virtuelle. Et on verra peut-être tout à l'heure dans la discussion pourquoi c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ok, merci Véronique. Guylain ? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Guylain Prasseux, donc responsable projet innovation pédagogique à TBS Éducation. TBS Éducation, qui est une école de management qui propose des programmes de formation initiale niveau licence, niveau master, et des programmes de formation continue pour 6000 étudiants répartis sur 4 campus, à Barcelone, à Casablanca, à Paris et à Toulouse, bien sûr. Et donc, c'est finalement un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation assez conséquent pour faire évoluer les pratiques pédagogiques. Et donc, c'est un peu la mission que j'ai avec mon équipe, d'essayer d'accompagner les professeurs, les équipes pédagogiques pour
pour expérimenter des nouveaux outils, des nouvelles méthodes et concevoir des parcours de formation le plus innovant, le plus engageant et le plus efficace possible. Ok, merci pour ce tour de table. J'ai une première question, moi. C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, ça y est, je suis convaincue, la réalité virtuelle, je vais, par exemple, en faire une entreprise, ou je vais basculer dans le domaine de l'entertainment et ouvrir ma salle, ou pour toi, Guilain, c'est quoi le moment qui t'a fait dire, bah, là c'est bon, il faut qu'on expérimente ça pour nos étudiants. Voilà. Alors moi, la première fois où j'ai été en contact avec la réalité virtuelle, je m'en souviens très bien, parce que c'est évidemment un moment fort, puisque c'est effectivement le moment, comme tu le soulignes, qui m'a déclenché sur la création d'une entreprise, une spécialisation là-dedans. C'est tout simplement, on est un passage à la FNAC, où il y avait en démonstration le jeu The Climb, qui était proposé sur le premier Oculus, enfin le Oculus Rift. Et je ne fais pas trop d'escalade, mais simplement le fait de se retrouver, je pense que c'était une destination comme la Thaïlande, avec un très beau ciel, une très jolie vue, et une paroi rocheuse extrêmement bien faite, texturisée, bien rendue, avec la possibilité d'attraper ces prises et d'escalader sans effort, bien sûr, hein, et sans risque. Mais psychologiquement, ça restait tout de même difficile. C'est là où je me suis rendu compte du pouvoir extraordinaire que pouvait proposer la réalité virtuelle, contrairement à des jeux classiques sur PC ou console. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ouais, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des entreprises, des collaborateurs qui pourraient être intéressés de voir ça, tout simplement au départ. Ok. Et toi, Véronique, tu parlais de formation tout à l'heure. Alors oui, moi j'ai un parcours dans l'industrie. En fait, je suis pas du tout au départ, je suis pas du tout du milieu. Hein. J'étais dans les achats et dans l'industrie, donc rien à voir. Et en fait, par contre, comme j'avais des grosses équipes, j'avais toujours à cœur de les emmener dans un lieu une fois par an pour faire ce qu'on appelle un team building. Donc ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais il y avait une partie de travail et une partie ludique à chaque fois. Et donc ces moments-là m'ont beaucoup... j'y mettais énormément de cœur parce que moi j'ai toujours pensé qu'une équipe gagnante, c'est une équipe motivée, c'est une équipe qui croit en ce qu'elle fait, c'est une équipe qui se sent bien. Et tout ce que j'ai transmis dans ma carrière à mes collaborateurs, je l'ai fait de manière ludique. Parce que j'avais envie qu'ils s'amusent. C'était pas s'amuser au sens je fais un jeu vidéo sur mon ordi et je ne bosse pas. Non, j'avais envie qu'ils s'amusent. J'avais envie. Et en fait, pour moi, ça a été une clé de réussite. J'ai eu des échecs dans ma vie, mais celle-là, ça a été une vraie clé de réussite dans le management, dans la formation. Et à ma dernière expérience professionnelle, pendant ma dernière expérience professionnelle, donc j'ai mis en place un service achat qui était très différent de ce qu'on peut imaginer dans un service achat normal en fait. Donc c'était vraiment très novateur. Et pourquoi ? Parce qu'il s'appuyait vraiment sur une équipe pluridisciplinaire avec des chefs de projet. Et en même temps, ça paraît complexe, mais en même temps, c'est très simple. Et pour le diffuser, j'ai fait appel à une petite boîte qui s'appelle Adoc, qui est à Montpellier, et qui est super, qui fait du digital. Et on a conçu un e-learning pour les chefs de projet par rapport aux achats, etc. Parce que, et ça a été aussi une clé de réussite, parce qu'on a réellement pu transformer l'entreprise de l'intérieur par le jeu. Et moi, c'est un truc qui me fascine, c'est la puissance que peut avoir... le jeu dans l'apprentissage. D'ailleurs, quand on était tous enfants, c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre tout un tas de choses, en vrai. Et je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Et je pense qu'il faut continuer à s'amuser. Et on va apprendre plein de choses de cette manière ensemble. La réalité virtuelle, c'est vraiment magique. Je sais pas, vous le savez tous. C'est magique, c'est une magie. Il faut l'essayer une fois dans votre vie. Et dans la formation, c'est ancré. C'est-à-dire que imaginez que vous soyez dans un film où vous êtes acteur de manière collaborative avec les autres. C'est-à-dire, imaginez que là, eh bien, je change votre décor,
et qu'on se retrouve tous sur l'Himalaya. Voilà. Et puis qu'on ait des choses à faire et qu'on apprenne à travailler ensemble. Et puis que juste après, on se connaisse un peu mieux, on connaisse les prénoms des uns des autres, nos comportements, nos qualités, nos défauts, et qu'on soit un peu décomplexé, voilà, décomplexé de nos corps. Et c'est juste magique. Je ne sais pas, Sophie, je vais arrêter. Mais voilà, donc je suis tombée dedans, et là je suis bien dedans, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et toi, Guilain, alors? Alors moi, je ne sais pas s'il y a un moment, enfin en tout cas de par mes fonctions, j'ai toujours envie de tout tester, donc je teste. Après, je ne suis pas sûr que je suis encore forcément convaincu de toute l'efficacité de la réalité virtuelle dans l'apprentissage, mais c'est aussi pour ça que justement il faut expérimenter par nous-mêmes. Et en tout cas, je dirais que le déclencheur aujourd'hui, c'est peut-être toutes ces annonces sur le métavers, etc., qui font que en tant qu'école, on est obligé finalement de s'équiper pour accompagner les étudiants dans l'étude des usages et des impacts dans le monde professionnel de ces nouvelles technologies et la prise de recul un petit peu éthique sur toutes ces nouvelles technologies. Donc je pense que déjà, juste en tant qu'objet pédagogique, c'est important de pouvoir donner l'opportunité aux étudiants d'expérimenter et de se faire un avis éclairé. Après, il y a plein de questions qu'on va se poser plutôt dans le domaine de la formation. Et est-ce que finalement la réalité virtuelle va être une réponse à ces questions? Par exemple, comment développer un peu plus les compétences, les soft skills? Là, on voit maintenant des simulateurs de réalité virtuelle avec finalement comme des coachs individuels avec du feedback immédiat. Et ça, c'est intéressant en complément des cours pour que les étudiants hors cours essayent de développer leurs compétences. Il y a des questions sur l'attention aussi, par exemple. Est-ce que demain, une classe dans le métavers sans aucune notification, est-ce que ça va permettre de maintenir ou de préserver l'attention des étudiants? Des questions, je ne sais pas, sur la sensibilisation aux enjeux sociétaux, environnementaux. Est-ce que les simulations avec finalement je sais pas, un impact en termes d'empathie, est-ce que ça va pouvoir contribuer à sensibiliser à ces enjeux-là? Donc ça peut être toutes ces questions-là autour de la formation où on peut se demander est-ce que la réalité virtuelle est une modalité pédagogique qu'on peut appeler pour répondre à ces questions. Très bien. Avant qu'on passe à la suite, moi j'avais une question pour la salle. Est-ce que vous pouvez, ceux qui ont déjà... Enfin, non, on va faire l'inverse. Qui n'a jamais testé la réalité virtuelle? Ah Bon, j'espère qu'au moins on vous aura convaincu qu'il faut tester. Donc soit juste derrière, soit chez Véronique. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler de réalité virtuelle à des gens qui n'en ont jamais fait. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment un sentiment, une émotion très forte la première fois que j'ai testé la réalité virtuelle. C'était une expérience où on marche sur une poutre, en fait, en haut d'un... Voilà, c'est ça, ouais. Richie's Plank, voilà, celle qu'on a fait tester aussi, d'ailleurs, chez TBS. Et en fait, avant de mettre le casque, je voyais les autres passer. Mais n'importe quoi. Il y a un sol, enfin voilà, tout va bien, quoi. On va jamais tomber. Et j'ai mis le casque. Et en plus, j'allais dire, c'est idiot, mais c'est vraiment ça. Ils ont branché des ventilateurs dans la salle autour de moi, donc j'avais vraiment l'impression d'avoir le vent qui balayait le haut du gratte-ciel. Et j'ai failli tomber s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour me rattraper. Donc vraiment, il y a eu cet effet avant-après. Et pourtant, j'avais lu beaucoup d'études. J'étais allée même à Stanford, où il y a le laboratoire des références sur la réalité virtuelle. Mais tant que je ne l'avais pas expérimenté, je ne m'étais pas rendu compte de la puissance émotionnelle que ça peut faire. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment une connexion émotionnelle avec le contenu qui fait qu'en fait, on oublie et on est engagé. Voilà. Après... En ayant dit ça, en ayant écouté ce qu'on vous a dit, la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi on n'en voit pas plus de la réalité virtuelle?
pourquoi il n'y en a pas dans nos écoles, enfin, ou en tout cas dans nos lycées, dans nos écoles enfin, des établissements d'enseignement supérieur? Pourquoi il n'y en a pas plus dans les entreprises? Et donc ça, c'est un peu la deuxième partie de la discussion, finalement, c'est de parler de comment, une fois qu'on est convaincu, qu'on a trouvé un cas d'usage pertinent, parce que c'est aussi ça, hein, il y a eu, au tout début, on avait des clients qui nous disaient « je veux faire de la réalité virtuelle ». Pourquoi faire? Ah bon, on ne sait pas. Un peu comme sur le métavers en ce moment, vous voyez le genre, hein. C'est ça. Donc bon, une fois, admettons, on a trouvé le cas d'usage. Voilà. Finalement, comment on fait pour mettre en place un projet de réalité virtuelle auprès de gens qui n'ont jamais testé, justement, qui sont peut-être un peu sceptiques? Il peut y avoir des freins sur le prix, sur l'équipement, sur plein de choses. Donc ça, c'est la deuxième partie de notre discussion. Elle va porter beaucoup là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment 3 schémas assez différents. Donc toi, Nicolas, qui est, j'allais dire, un ancien de la réalité virtuelle, est-ce que tu as dû vivre ces différentes époques et voilà, évangéliser? Comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour rendre la réalité virtuelle accessible à tous chez tes clients, en fait? Alors tout d'abord, pour resituer un petit peu le sujet, avant de créer de la réalité virtuelle, moi j'avais en fait créé une agence de communication où en fait je créais tout simplement des spots publicitaires, des créations graphiques pour des clients. Et comme dans toute campagne publicitaire, lorsqu'on s'adresse à un annonceur, il y a 2 budgets. Il y a le budget de créa et il y a le budget de diffusion. Si le budget de diffusion, en général, le budget de diffusion est bien plus élevé que le budget de création. D'ailleurs, ça en fait jaser plus d'un. Évidemment, quand la Banque Postale crée son nouveau spot publicitaire, il y a beaucoup de millions d'euros qui sont investis dans les grandes chaînes de télévision pour le diffuser. Mais parce que c'est facile de diffuser, contrairement à la diffusion dans la réalité virtuelle. Donc on a été souvent confrontés, donc agence de communication, j'ai arrêté, ensuite j'ai créé VR Show, et donc là, effectivement, on a commencé à être confrontés dans des sujets d'appel d'offres sur de la création d'expériences. Alors, j'ai été rarement interrogé sur de la formation. Nous, on était un peu plus estampillés, peut-être publicité, promotion. Et donc, on a été souvent interrogés par des annonceurs qui souhaitaient en fait faire des sortes d'actions promotionnelles pour présenter un nouveau produit dans l'agroalimentaire, dans l'électroménager, peu importe. Mais le problème, c'était toujours le sujet de la diffusion. Donc, on en vient là, c'est OK, très bien, on veut bien dépenser de l'argent, mais comment faire pour que les personnes, les consommateurs, les prospects puissent voir cela. Donc on a évidemment été confronté au sujet de coût d'acquisition du casque, parce qu'effectivement à l'heure actuelle, c'est le grand problème, c'est que le casque de réalité virtuelle, même s'il est autonome depuis maintenant 3 ans, et effectivement Meta, Pico, HTC ont sorti des super équipements qui ont permis notamment de réduire le coût et de simplifier, je dirais, l'acquisition au matériel. Avant, rappelez-vous, il fallait un ordinateur, des câbles et le casque, un investissement à peu près à 2500 €, alors que maintenant, on peut faire de la réalité virtuelle à partir de 400, 500 €, ça dépend comment ça bouge en termes de bruit. Bon, voilà. Mais il est toujours est-il que le casque de réalité virtuelle n'est toujours pas la PlayStation ou le modem à côté de la télé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité virtuelle, quand on en fait, c'est extrêmement occultant. Pas occultant, mais c'est plutôt on intériorise énormément les choses. Et lorsque vous faites de la réalité virtuelle, le problème qui se pose, c'est que les personnes autour de vous constatent immédiatement qu'elles ne peuvent plus vous parler. Parce que vous êtes non seulement dans l'image, mais en plus dans le son. En plus, le son, on est capable de faire des choses absolument extraordinaires, en termes de spatialisation, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est un gros problème, je dirais, un peu sociétal. Lorsque mon mari, ma femme fait de la réalité virtuelle, quelque part, je ne peux plus lui parler. Donc, c'est peut-être pour ça que les casques n'arrivent pas vraiment à rentrer dans les foyers. Donc, la solution que nous, on propose aux entreprises, aux annonceurs, c'est de mettre à disposition des casques dans des formats événementiels. On est sur des petites quantités. On a un parc de 100 casques autonomes. On est très loin des audiences de Netflix et YouTube, ça c'est sûr, on ne pourra pas les concurrencer, mais il n'empêche que dans un contexte événementiel, on peut tout de même arriver avec un principe de location, c'est-à-dire j'inclus dans mon budget de production la diffusion sur les casques, et ça permet
encore une fois dans le contexte événementiel, de montrer la vidéo, par exemple, en tout cas la vidéo, le sujet, à peut-être 100, 300, 500 personnes dans une soirée. Voilà. Ok. Très intéressant l'histoire effectivement du budget de création et de diffusion. Je crois que c'est aussi un des enjeux que toi, Véronique, tu as, puisque en fait, il y a des gens aujourd'hui qui créent des contenus, donc beaucoup dans le divertissement pour les salles de réalité virtuelle. Et finalement, si tu peux peut-être nous décrire la chaîne de valeur en fait entre la création et toi, comment finalement tu diffuses. Tu me disais que ça ressemblait pas mal au début du cinéma. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire le secteur. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, le secteur de la réalité virtuelle, il est encore en mutation. Et aujourd'hui, on a encore des petits acteurs. D'ailleurs, moi, j'en suis une. Enfin, on est tous des petits acteurs, finalement. On est aux prémices. Et c'est ça qui est formidable aussi. On ne sait pas si on va survivre, si on ne survivra pas. Mais c'est une belle aventure, quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment l'industrie du cinéma. Moi, je crois fort au modèle où chacun a sa place. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, ma place, c'est d'être distributeur de contenu. Donc, je ne cherche pas du tout à prendre la propriété intellectuelle de la réalité virtuelle. Je ne développe pas et je ne développerai jamais. On me demande des fois, il y a des studios qui me demandent, je dis non, mais je ne veux pas développer, ce n'est pas mon modèle. Donc, moi, je suis vraiment dans la distribution, comme une salle de cinéma, avec des contenus que je cherche, de très bons contenus, en fait, c'est-à-dire des contenus haut de gamme, que ce soit en termes de graphisme, que ce soit en termes d'expérience, de collaboratif. Je vais vraiment aller chercher du haut de gamme pour les clients, parce qu'il n'y a pas de motion sickness chez moi. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le motion sickness. Le motion sickness, c'est le vertige du fait que le décor ne défile pas à la même vitesse dans le casque, enfin dans l'expérience par rapport à la réalité, tout simplement. C'est un vertige qu'on a qui provient de l'oreille interne. Donc ça, typiquement, c'est banni dans ma salle. Il n'y en aura pas. En plus, j'ai un problème d'oreille interne, ça tombe bien, je suis une méga testeuse. Donc, dès qu'il y a une expérience, je peux la tester, c'est radical. Et à côté de ça, on a des acteurs, des très bons développeurs. Donc, et eux, ils sont confrontés également à d'autres problématiques. Et tu en parlais très justement, Nicolas, c'est la diffusion, parce que ça, c'est aussi un budget. C'est-à-dire que quand on crée des contenus, en fait, on ne se pose pas la question de la diffusion. Parce qu'on se dit, ce que je fais est génial, en fait, donc ça va marcher. Mais c'est pas simple, parce que là, en fait, il faut le diffuser dans un casque, et Nicolas le disait très justement. C'est-à-dire qu'un casque de réalité virtuelle, on a les Quest 2 aujourd'hui qui sont à des prix qui sont quand même abordables. Moi, dans ma salle, j'ai du HTC Vive Pro Eye, c'est 1 800 € hors taxe. J'ai du Focus 3, c'est 1 600 € hors taxe. Et ça, c'est rien. C'est-à-dire que c'est des casques qui ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que derrière, vous avez des PC gamers, vous avez des serveurs, donc le ticket d'entrée est extrêmement important. Et en plus, derrière, on va parler cybersécurité. Donc, il va falloir sécuriser tout ça, parce que si vous ramenez des contenus chez vous, il va falloir les protéger, parce que quelque part, vous donnez, on vous confie un bébé, donc il faut que vous protégiez ce bébé qui n'est pas le vôtre. Donc, ça amène énormément de questions. Et en même temps, c'est quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée. Donc, j'entends tout à l'heure ce que tu disais, Ghislain, sur le fait que Guilain, pardon, sur le fait que tu n'es pas encore convaincu, mais tu vas voir le 18, tu vas être convaincu puisque tu viens chez moi. Et donc, on va faire une formation avec Anne-Sophie qui va te bluffer et puis tu seras convaincu. Mais oui, bien sûr que ça a un impact fort. C'est-à-dire que imaginez-vous apprendre, mais réellement, pas de manière là, on vous parle, là, vous êtes passif. Donc, vous avez mal partout, c'est chiant. Enfin, voilà, on parle beaucoup, mais en fait, vous n'êtes pas acteur. Mais imaginez que vous receviez quelque chose dont vous êtes acteur. C'est-à-dire c'est vous-même qui allez faire le cheminement de cette réflexion pour arriver à ces conclusions. Mais c'est formidable. En fait, je sais pas, c'est hyper ludique. Donc c'est vraiment ça la formation. Et aujourd'hui, Anne-Sophie, tu le diras mieux que nous, ça serait intéressant quand même parce que tu nous interroges beaucoup. Mais j'aimerais bien que tu expliques un tout petit peu ce que tu connais aujourd'hui de la formation en réalité virtuelle. J'aimerais bien que tu en dises 2 mots sur Walmart, etc. Enfin, pour tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et comment on l'utilise ailleurs.
c'est intéressant qu'eux le sachent. En fait, finalement, sur le pourcentage d'apprentissage, et ça, c'est des données scientifiques qui sont établies, c'est-à-dire quand on transmet un message, bon, déjà, vous le savez certainement tous, mais pendant que je vous parle, en fait, vous allez retenir 5% de ce que je vous dis. Voilà. Et puis après, vous allez vous dire, bon, elle était blonde, machin, enfin, vous allez retenir à peu près qui je suis, mon comportement, les gestes, elle n'arrête pas avec sa main, enfin, voilà, quoi. Mais le message, vous ne l'écoutez pas, en fait. Voilà. Donc, mais c'est normal, en fait, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la communication, c'est la base de la communication. Et la réalité virtuelle, on va augmenter le message, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mieux retenir ce qu'on vous dit. Et de manière beaucoup plus forte, ancrée, en fait, ancrée à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous, alors je vais en parler 2 secondes, mais si vous faites, moi je l'ai fait, mais l'expérience sur, parce que j'ai fait le PSC1, mais pour sauver des vies. Je l'ai fait aussi en réalité virtuelle. Et franchement, j'avais envie de sauver le mannequin, moi. Hein. Parce que le mannequin, il était au sol, il était inerte, mais moi, quand j'avais le casque, il était vivant, en fait. Donc moi, j'avais envie de le sauver, quoi. Il allait mourir. Donc, mais c'est fou, quoi. Moi, les gens qui viennent dans ma salle, je leur dis, mais ils me disent, oh, mais on va être chacun dans un box séparé, mais c'est chiant, quoi. Excusez-moi pour le bruit. Et mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, en fait. Et je leur dis, dans 5 minutes, vous allez être dans un autre monde. Et 5 minutes après, mais on n'existe plus. Nous, on n'existe plus. Eux, ils sont dans leur monde et on les entend. Soit ils font des expériences d'adrénaline, donc on les entend crier. Soit ils s'engueulent parce que l'autre, il fait pas ce qu'il faut dans la pyramide de Khéops. Enfin, donc, en fait, c'est des réalités parallèles, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais si vous êtes un peu science-fiction, c'est comme si on avait cette possibilité d'être dans des multidimensions. Et c'est incroyable. Voilà. Et si tu peux parler quand même un petit peu plus, parce que là, moi, je suis en train de broder sur la science-fiction, mais revenir à des chiffres un peu plus concrets, c'est cool. Oui, les chiffres, il y a une étude qui fait un peu référence, qui dit que, en fait, c'est pour ça que je parlais de connexion émotionnelle. Ce qui se passe au niveau de votre cerveau, quand on regarde des IRM de cerveau, un cerveau qui est en train de vivre une expérience de réalité virtuelle, il y a jusqu'à 7 zones du cerveau qui sont allumées en même temps. Quand on regarde une vidéo, c'est 2 zones du cerveau. En fait, alors, c'est pas juste parce que c'est joli les IRM, mais en fait, ça a un impact, c'est que en fait, vous avez une vraie connexion émotionnelle, et c'est ce que dit Véronique quand on dit on est actif, c'est ça qui se passe au niveau de votre cerveau. Et donc, quand on est actif, comme notre cerveau est plus actif, en fait, on va mieux mémoriser, mieux comprendre et mieux ancrer les compétences. Et donc, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui dit qu'en gros, pour atteindre le même niveau de connaissances et de compétences, il faut 20 minutes en réalité virtuelle, 45 en e-learning et 2 heures en classe présentielle. Voilà. Alors après, c'est une étude parmi d'autres, et je rejoins Guilain. Il y a encore à prouver l'efficacité. Et surtout, moi, ce qui me semble intéressant, ce n'est pas l'efficacité isolée, c'est l'efficacité combinée avec d'autres modalités pédagogiques. Et là, on parle, tout comme on parle de parcours client dans ta salle, ben nous, on va parler de parcours apprenant, dans lequel on va venir tisser, dessiner ce parcours avec de la réalité virtuelle, pourquoi pas un peu de réalité augmentée, de la classe présentielle, du feedback, et surtout, ce qui va tisser le lien de ce parcours, et c'est là où vraiment, je pense que Guilain a dit de mon mot tout à l'heure, il y a la mesure d'impact, en fait. Il y a le suivi de progression. C'est-à-dire que c'est comme quand on fait un régime ou quand on fait un entraînement sportif. Il y a un moment où si on n'a pas la preuve, donc sur la balance, hein, par exemple, que ça marche, on va décrocher. Voilà. Et ce qui marche avec les montres connectées, et pourquoi on voit autant de gens courir, voilà, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment suivre sa progression. Et dans l'apprentissage, c'est aussi ça qu'on a besoin de savoir. Tout comme on fait du coaching sportif, on peut faire du coaching de son cerveau. Et tout ça, finalement, ça commence dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur. Et du coup, je voulais savoir, toi, Guilain, où est-ce que vous en êtes et comment vous voyez les choses, parce que vous voulez y aller, mais évidemment, il ne faut pas y aller n'importe comment, vu la masse d'étudiants que vous avez et de professeurs aussi à convaincre. Donc pour toi, c'est quoi la vision finalement de la réalité virtuelle dans un établissement d'enseignement supérieur ? Alors,
Donc à TBS Éducation, alors pour l'instant, pareil, on ne va pas s'engager forcément dans de la création de contenu en réalité virtuelle parce que ça serait beaucoup de ressources, très ciblées et pas forcément transférables sur un nombre limité de personnes. L'idée, c'est plutôt d'essayer là aujourd'hui de créer l'environnement qui permette un peu de libérer les pratiques et de faciliter l'expérimentation à la fois des professeurs et à la fois des étudiants. Donc en fait, on crée actuellement des labs, des laboratoires qui vont être situés dans les bibliothèques, qui deviennent finalement des learning centers ou des centres avec des nouveaux services. Et donc dans ces labs, on essaie de développer des nouveaux services qui vont être transverses, qui vont pouvoir toucher le plus de monde possible. Donc un service par exemple de simulation de prise de parole en public avec We Did, ça on sait que ça peut être très utile parce que dans tous les cours, enfin dans beaucoup de cours, à la fin on va demander une présentation orale. Donc ça veut dire que le professeur potentiellement peut inviter ses étudiants à s'entraîner au pitch après son cours et afin de préparer telle ou telle soutenance ou présentation orale. On va avoir un service aussi de création de réalité virtuelle, mais au sens des caméras 360 pour faire des vidéos à 360. Ça, c'est intéressant de le mettre dans les mains des étudiants parce qu'aujourd'hui, on va leur demander de créer un support PowerPoint, une vidéo. Bah, pourquoi pas leur demander aussi de créer une vidéo 360 et ça ouvre un champ de créativité assez intéressant. Et enfin, on va pouvoir avoir on va dire, un catalogue de simulations sur étagère, de sensibilisation à la cybersécurité, de sensibilisation au handicap ou autres, des sensibilisations qui peuvent là aussi être transverses dans les différents cursus. Et donc là, toi en fait, tu as deux clients, entre guillemets. Tu as les étudiants, mais tu as aussi les professeurs. Et comment ça se passe avec les professeurs, en fait? Est-ce que du coup, il y a une envie chez eux de s'intéresser à ces nouvelles pratiques? Oui, il y a une envie déjà des professeurs, les enseignants-chercheurs qui s'intéressent déjà par rapport à leur domaine de recherche, aux impacts de ces nouvelles technologies dans leur propre domaine. Par exemple, on a une professeure, une enseignante-chercheur dans le management des ressources humaines qui va s'intéresser à comment on recrute demain avec un chatbot, comment on forme en réalité virtuelle, etc. Et elle donne des cours sur le management des ressources humaines et les nouvelles technologies. Donc là, c'est des professeurs avec lesquels on va pouvoir monter des projets pilotes et du coup accompagner les étudiants qui seront peut-être futurs responsables RH dans comment utiliser ces nouvelles technologies et bien sûr toujours cette prise de recul. Et là, depuis quelques temps, il y a effectivement beaucoup de professeurs enfin en tout cas quelques professeurs qui viennent avec des envies d'expérimentation, une masterclass dans le métavers ou autre. Et du coup, c'est pour ça que notre rôle, c'est déjà de préparer un certain environnement qui permette d'accueillir ces pratiques et de les rendre faciles. Ok, merci. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je vais juste intervenir et rebondir sur ce que tu dis parce que, en fait, moi, j'étais à l'école aussi. Alors, c'est il y a très longtemps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une fracture et qui est forte, qui est vécue certainement par les jeunes qui sont dans la salle. Ils peuvent certainement en parler, mais il y a des codes au niveau professionnel et je ne suis pas certaine que ces codes soient suffisamment connus et appréhendés par les jeunes qui vont être en recherche d'emploi, qui vont peut-être être amenés à prendre la parole en public, qui vont peut-être être amenés à communiquer, à vendre. Et c'est pas simple parce que quand on est à l'école, en fait, on est plutôt en mode réceptif, en fait, puisqu'on est en train d'apprendre et on n'a pas cette expérimentation de soi face à la situation. Et je trouve que c'est bien, c'est avant-gardiste de le faire parce que moi, je ne l'ai pas eu, ça. Donc moi, j'ai appris, comme tu dis souvent, Sophie, j'ai appris sur le tas, en me cassant les dents, en bégayant. Évidemment, je n'étais pas comme aujourd'hui. Donc quand j'avais l'âge que vous avez,
J'avais beaucoup de mal. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des outils qui sont, s'ils sont utilisés correctement, ça peut vraiment changer quelque chose. Ça peut accélérer. Parce qu'un entretien, derrière un entretien professionnel de recrutement, il y a des codes. C'est-à-dire que de toute façon, un entretien, moi je peux vous le faire, parce que j'en ai fait tellement dans ma vie qu'aujourd'hui, je saurais même interroger quelqu'un comme recruteuse, parce qu'on en a fait tellement, mais les anciens en ont fait tellement qu'ils les connaissent. Vous ne les connaissez pas, les jeunes, vous ne connaissez pas ces codes, et vous avez tout intérêt à vous préparer à ces questions, parce que ce sont des questions qui reviennent systématiquement. De la même façon, la prise de parole en public, c'est la même chose en fait. On est sur des codes, on est sur quelque chose. La négociation aussi, moi je peux en parler beaucoup de la négociation, mais la négociation c'est des codes, c'est des méthodes. Il n'y a pas des gens qui sont surpuissants et qui arrivent mieux que d'autres, il n'y a pas des superman de la négociation et puis des gens qui seraient nuls et pour toute leur vie en négociation. D'ailleurs, il y a beaucoup de styles de négociation différents. En management aussi, demain vous allez manager des équipes. Mais vous ne savez pas ce qu'est le management. Donc, toutes ces appréhensions, ne serait-ce qu'une heure de votre vie pour pouvoir comprendre comment ces codes sont diffusés dans les entreprises, mais ça vous donne vraiment, je pense, la chance de... ça vous met dans une position de réussite. Ça vous met dans une position de réussite et ça vous évite les écueils que des gens comme moi ont pu vivre quand ils étaient jeunes. Ça fait partie de la vie, Les échecs, c'est ce qui nous fait grandir. D'ailleurs, assez régulièrement, il y a des études où on demande aux gens de classer, de dire qu'est-ce qui leur fait le plus peur dans la vie. Et assez régulièrement, prendre la parole en public, ça sort dans ces classements. Et en fait, comme tu le dis, il y a des gens qui vont avoir la chance parce qu'ils vont prendre le bon train, on va dire, et faire une prépa, une école, et dans leur vie professionnelle, ils vont être coachés par des experts. Mais il y a tout un tas de gens qui ne vont pas prendre ces bons rails et en fait qui vont avoir un plafond de verre parce que en fait ils n'ont pas ces codes dont tu parles. Et ça, c'est vrai que la réalité virtuelle, potentiellement, peut permettre de démocratiser l'accès aux formations par la pratique. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet, complètement, parce que d'avenir. Je suis d'accord. Se payer un coach quand on est jeune, c'est pas possible. Ouais. Maintenant, mettre, je sais pas quels seraient les prix, mais mettre 50, 80 € pour se former une fois en réalité virtuelle. Franchement, être face à soi-même, ne pas avoir à subir le regard des autres, parce que Dieu sait que quand on est jeune, c'est encore pire, parce que déjà on le subit quand on a une certaine forme de maturité, mais quand on est jeune, c'est horrible de projeter quelqu'un comme ça dans cette situation. Donc de s'entraîner, moi je vous assure que le nombre de fois où je me suis regardée dans la glace en train de refaire mes discours toute seule avec mon mari qui dit mais qu'est-ce que tu fais dans la pièce d'à côté? Mais oui, mais voilà, mais là on a la chance d'avoir un outil pour le faire et ça c'est vraiment c'est super parce que vous le faites, vous avez des feedbacks et vous voyez derrière. Donc vous êtes dans la position de la personne qui va s'analyser. Quand on fait des formations soft skills, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, en tout cas pour peut-être pas les jeunes, mais évidemment ceux qui sont en entreprise, oui. Quand on fait des formations soft skills avec ces équipes, ce qui est très dur, c'est le fait qu'on est avec nos équipes et on va se dévoiler. Parce que soft skills, c'est du comportemental. Donc on se dévoile. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on va se mettre à nu devant soit ses propres équipes, soit devant son supérieur, on est toujours ou devant ses collègues, on est toujours dans une position où on n'a pas envie de se mettre en lumière, quoi. Là, dans la réalité virtuelle, on est finalement pas seul puisqu'on est avec d'autres, mais on est dans un environnement où il y a des interactions, soit avec des objets, soit avec des êtres pas humains, on ne va pas dire humains, mais on n'est pas tout seul là-dedans. Et en fait, on a la possibilité de se libérer complètement et d'être soi-même et de ne pas avoir le poids de l'apparence, de ne pas avoir le poids du regard des autres. Parce que là, vous imaginez pas, vous êtes tous en train de nous regarder avec vos petits yeux, mais c'est dur, c'est vrai. Donc, non, mais c'est vrai, oui, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, la réalité virtuelle, ça permet ça. Et je ne sais pas comment le définir autrement.
Il est vrai que pour rebondir à ce que tu dis, on a une petite information intéressante. On a déployé pour des entreprises en fait des métaverses en format distanciel où en fait, on commençait par une session Zoom, tout le monde avait reçu son casque. On commence par une session Zoom, on leur apprend à mettre le casque et au bout de 5 minutes, on coupe le Zoom et on se retrouve tous dans le métaverse. Et donc, c'est là que la magie opère. C'est-à-dire que à partir du moment où je fais de la réalité virtuelle en mode multi-user, multi-joueur, appelons ça comme on veut, c'est extraordinaire. Parce que du coup, on n'est plus isolé, on est avec d'autres, on se reconnaît, on se parle, on a la gestuelle, et là, ça devient magique. Et justement, je fais un petit laïus par rapport à ce que tu disais. C'est qu'en fait, si on regarde bien, là, sur une petite timeline de, on va dire, les 5-6 dernières années, j'ai identifié globalement trois façons, on va dire, de communiquer, d'apprendre, de jouer, de converser, etc. dans le digital. La première, c'est les réseaux sociaux, que j'ai identifié. 1, réseaux sociaux. 2, visioconférence. 3, la réalité virtuelle avec les métaverses. Et en fait, quand on regarde les trois, ce qui est très intéressant, c'est que les réseaux sociaux, il est très très facile de se cacher derrière n'importe quel email, de mettre n'importe quelle photo et de commencer à raconter n'importe quoi. On a pu le voir sur les différents réseaux que l'on connaît. Donc là, c'est très facile de raconter de devenir quelqu'un d'autre. En visio, c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a la caméra qui s'allume. Mais par contre, on voit, alors, on ne voit pas tout, on voit son visage, ses mains, mais vous pouvez toujours regarder votre smartphone en même temps que la visio de la réunion que vous propose votre patron. Donc, quelque part, la rétention du message, elle est un peu altérée. Je pense essentiellement à des visios où on est une vingtaine, une trentaine, voire plus. Évidemment, une visio en one-to-one, là, vous ne pouvez pas trop tricher. Mais alors, quand on se retrouve dans un métaverse avec effectivement un avatar qui nous ressemble plus ou moins, c'est là que c'est intéressant parce que du coup, quelque part, on peut se mettre à la forme que l'on veut. Mais par contre, dans notre gestuelle, notre comportement et dans notre gestion de l'espace, alors c'est encore un autre paradigme. En fait, c'est ça. On est en train de parler effectivement d'un nouveau paradigme parce qu'on évolue dans un espace avec du volume. Et à un moment donné, j'ai comme ça un petit souvenir où je me suis retrouvé avec un client dans le métaverse et je me suis trompé dans la manipulation. Le client était une cliente. Je me suis retrouvé, au moment donné, je me suis téléporté un peu trop près d'elle. Je me suis retrouvé à 30 cm d'elle et il y a eu une sorte de geste voilà, un peu de désagrément, comme si j'avais été impoli et je me suis retrouvé vraiment tout bête alors que je pouvais pas la toucher, je veux dire, bon. Et j'avais pas fait exprès en plus. Voilà. Mais donc, c'est vous dire, d'un côté, la puissance de l'outil, mais aussi ce que c'est en train de changer. Les nouveaux codes, en fait, les nouveaux codes sociaux qu'on va avoir dans les métavers. On arrive, parce qu'on va garder un petit peu de temps pour les questions-réponses. Peut-être que la question que j'aurais envie de vous poser, c'est finalement, c'est quoi le bon chemin si j'ai envie de me lancer dans un projet de réalité virtuelle pour mon entreprise ou pour mon école? Comment je m'y prends? Voilà. Donc, qui veut prendre la question? Beaucoup de candidats. Enfin, je ne sais pas de manière globale, mais c'est vrai que cette notion dont tu parlais, peut-être en off du dernier kilomètre, et c'est souvent ce qui fait défaut. Et finalement, c'est essentiel. Enfin, donc, nous, par exemple, avec cette création de labs, etc., l'idée, c'est, en fait, on s'inspire un peu des salles comme Dreamaway ou des salles d'escape game où il y a quelqu'un qui peut accueillir, quelqu'un physique, qui peut accueillir, qui peut briefer, qui peut débriefer. Donc un médiateur, une sorte de médiateur. Voilà, ce médiateur est hyper important pour... en fait, ce dernier kilomètre, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'expérience apprenante. Et c'est ça qui va être peut-être le point essentiel à la réussite de la démarche. Ok, moi je dirais, j'aurais une réponse un petit peu différente qui complète peut-être ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur qui est en train de se structurer, exactement, merci, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, donc c'est super gentil, donc qui est en train de se structurer, et donc il ne faut pas se disperser, c'est-à-dire que le danger
pour moi, vient de la dispersion, c'est-à-dire de vouloir tout faire. Je pense qu'il faut, au contraire, que chacun a sa valeur ajoutée, en fait. On a besoin de Nicolas, on a besoin des écoles, on a besoin d'Anne-Sophie, on a besoin de salles de VR, on a besoin de tout cet écosystème. De cet écosystème va naître un nouveau système, en fait, qui est en train de se structurer. Donc moi, je dirais avancez. Si vous êtes dans le développement de contenu avancé, faites ce pourquoi, croyez en votre rêve, en fait, tout simplement. Faites votre rêve et vous trouverez sur votre route, si vous êtes à l'écoute un petit peu des autres. Au sein du VR Jam. Au sein du VR Jam, vous trouverez des Anne-Sophie, vous trouverez des Nicolas, vous trouverez des Guilain et vous trouverez des Véronique. Donc, restez sur vos rêves, profitez de cet Eldorado de la réalité virtuelle pour faire plein de belles choses auxquelles nous, on croit beaucoup. Et puis restez ouverts aux autres, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est phénoménal. Et sur la région Occitanie, la région Midi-Pyrénées-Occitanie, on a une chance inouïe d'avoir des acteurs comme vous tous. Et je pense qu'il faut continuer parce qu'il y a des milliards de possibilités, de choses à faire. Donc ce serait formidable, en plus de l'aéronautique, qu'on devienne incontournable au niveau de la réalité virtuelle. Donc il faut unir nos efforts et que chacun reste focus sur ce qu'il a à faire. Et en tout cas, nous, on est tous ouverts. Et moi, la première, j'accueille le jeu de Saltitude au mois de novembre, donc je l'annonce en plus. Donc pendant un mois, pour les permettre de décoller. Donc vous trouverez toujours sur votre route des gens qui vous aideront à décoller. Voilà. Et toi, Nicolas, alors? Bien oui, notre travail, c'est de continuer à effectivement être au plus proche des consommateurs et aussi proche de l'équipement, parce que l'équipement évolue et ça, on le suit évidemment de très près pour savoir quelles sont les nouvelles façons d'interagir avec les expériences de réalité virtuelle pour, je dirais, proposer des expériences qui sont de plus en plus faciles à utiliser et puis aussi de plus en plus facile à diffuser grâce aux équipements également. Très bien. Je rajouterais, moi, peut-être ma petite graine, c'est les données, voilà, la mesure. Enfin, moi, je viens du digital, j'ai commencé dans le e-commerce il y a fort longtemps. Et en fait, ce qui a fait la puissance du e-commerce, c'est sa capacité à démontrer, en fait, par des chiffres, son impact et sa croissance. Et je pense que dans la réalité virtuelle aussi, c'est très important de mesurer l'impact de nos actions pour convaincre encore plus. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que oui. Et auquel cas, je vais passer, moi, dans la salle. Ah, voilà. Sinon, il y a un micro derrière, voilà, pour poser vos questions. La première est toujours plus difficile, hein. Alors, est-ce que vous avez une question pour la salle ou entre vous, peut-être? Ah, voilà, parfait. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à l'industrialisation et le professionnel, est-ce que vous pensez que la réalité augmentée, virtuelle va être utile, par exemple dans l'aéronautique, dans autre chose que le... Alors oui, alors moi je ne suis pas une experte du sujet, peut-être qu'il y en a qui pourront compléter dans la salle. Voilà. En fait, oui, c'est déjà utilisé beaucoup chez Airbus. Il y avait un témoignage ce matin de Airbus qui expliquait très bien cela. En fait, tu peux t'en servir pour la conception, voilà, pour concevoir. Il y a une société là qui s'appelle Accent qui propose de montrer, qui est bureau d'études en fait et qui utilise de plus en plus la réalité virtuelle pour construire des avions, pour les faire pré-tester en modèle 3D. Il y a toute la partie formation évidemment. Donc moi j'accompagne en ce moment une école qui s'appelle l'ESMA qui forme des pilotes et des personnels navigants. Oui, forcément, la réalité virtuelle, ça permet de les mettre dans des simulations où ils doivent réagir par rapport à des incidents. Voilà, donc oui, clairement, là, il y a un gros marché qui s'ouvre. J'ajouterais que même pour tout ce qui va être médical, c'est déjà en train de se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte beaucoup même de faire des simulations
d'incendie, de ce genre de choses. Enfin, on imagine quand même que la réalité virtuelle offre des possibilités infinies et aujourd'hui comment dirais-je, comment dirais-je, non, pas une variété, je ne trouverai pas le mot, c'est pas grave. Donc, donc ça offre des possibilités en fait de miniaturisation, voilà, c'est ça que je cherche, de miniaturisation et de précision, qui sont hyper intéressantes pour la maintenance aéronautique, pour tout un tas de choses. Donc oui, ça se développe, ça s'est déjà développé après les tablettes, hein, il y a quelques années, 2-3 ans. Maintenant, oui, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, pour répondre à ta question, c'est une réalité, pas que virtuelle. Voilà. Ok. Moi, j'avais pris justement l'exemple de l'aéronautique parce que justement, j'ai pu assister à cette œuvre qui permet de visualiser la création d'un avion, etc. Et moi, j'ai trouvé ça vachement... j'ai pas été convaincu parce que c'est moins bien qu'un robot, globalement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu de l'argent perdu qu'on investit dans un travail. Par exemple, pour les simulations, ça, un robot ne peut pas le faire et c'est vachement bien. Je trouve que c'est intéressant, la réalité virtuelle là-dessus. Mais sur tout ce qui est conception et tout, je trouve que ça n'a pas trop d'avenir dedans. Je sais pas, c'est pour ça que je vous ai demandé cet avis. En fait, si avec un robot, tu pourras pas mettre un humain dans ta simulation et qui te dise que tel bouton est pas bien placé, par exemple. Voilà. Mais après, tu as tout à fait raison. Enfin, ça va pas tout remplacer. C'est souvent la question, c'est de définir le besoin. Et en fonction du besoin, on met la meilleure réponse possible. Donc parfois, ce sera la réalité virtuelle, parfois, ça sera une vidéo, parfois, ce sera la robotique. Ouais. Ouais. Alors, pour revenir quand même sur ce que tu dis, pour avoir travaillé longtemps chez Renault, où l'affleurement des pièces, donc vraiment, tu vois, en 3 dimensions, est extrêmement important. Et là, je peux t'assurer que c'est des millions d'euros qui sont dépensés juste pour faire la mise au point d'une pièce par rapport à l'autre, puisque chaque fournisseur va développer sa propre pièce. Si tu mets les pièces, si tu peux avoir une simulation des pièces en 3 dimensions, que ce soit pour le design, parce que tu peux avoir un très bel affleurement, puis à la fin on te dit on casse la pièce parce que sur le plan du design ça ne ressemble pas à ce que je voulais que ça soit. D'accord ? Et tu recommences tout. Donc à partir du moment où tu peux utiliser la 3D, parce que là en fait c'est quoi la réalité virtuelle ? C'est la 3D. Donc à partir du moment où tu peux utiliser la 3D pour faire de la conception, mais c'est absolument formidable. C'est-à-dire de prendre des pièces et de pouvoir les assembler en réalité virtuelle pour être sûr que tout tombe pile au bon endroit avant de lancer une production, tu économises énormément d'argent en fait. Donc c'est vraiment, au contraire, un outil puissant pour la conception. Ça le sera, c'est sûr. En fait, pour rebondir, le sujet n'est pas tant que ça la 3D, en fait, parce qu'en fait, la réalité virtuelle, le masque, enfin le casque, c'est simplement un device, c'est un autre type d'écran. Donc après, la 3D, l'ingénierie 3D qui a été faite pour ce robot, cette pièce, cette usine, peu importe, elle est évidemment un plus ou moins niveau de réalisme. Donc là, ça dépend aussi des ingénieurs, des infographistes qui ont travaillé dessus. Ensuite, avoir ça sur une tablette, un smartphone, un ordi ou un casque, la différence, c'est qu'au casque, on va être en échelle 1. Et ça change tout. Et la manipulation, elle ne se fait pas à la souris, elle se fait avec vos mains. Et demain là, on peut parler déjà un petit peu de l'avenir hein, de ça. On ne parle plus de VR, on parle de XR, Augmented Reality. C'est quoi si vous avez vu, je vous invite à voir quand même la keynote de notre ami Marc. Quand même, cette vidéo est quand même assez bluffante, où en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le problème de la réalité virtuelle, c'est le casque, en fait. Il est trop lourd, on a chaud, et il est isolant. Demain, on a vraiment des Ray-Ban qu'on clique, hop, il y a tout qui se ferme. Et je ne dis pas qu'on se retrouve forcément dans un monde parallèle, mais simplement là, par exemple, à toute l'audience, si vous avez ces lunettes-là, je pourrais éventuellement vous sortir un objet 3D de mes mains comme cela, tandis qu'on continue de se voir en réel, je dis bien en réel, ça c'est extraordinaire. Il faudra que tu le fasses l'année prochaine, Anne-Sophie. Ça, c'est prévu pour l'année prochaine, tout à fait. Mais par contre, les places seront payantes.
On a le temps pour une ou deux questions encore. Ah, bah, toujours monsieur. Oui, du coup, c'était de ces lunettes que j'ai pu assister, donc oui, je confirme. Et moi, j'aurais une question, parce qu'on parle beaucoup du coup de l'avenir. Le projet, par exemple, Neuralink de Elon Musk, qui permet de se rentrer dans un monde virtuel, mais par rapport à la connexion du cerveau et pas par rapport à nos mouvements, est-ce que ça vous fait peur, ça vous envie Alors, est-ce que vous parlez de cette façon dont je pourrais contrôler des choses par la force de mon cerveau? Ouais, effectivement, c'est un sujet qui peut faire peur, clairement. Au même titre qu'un cours dans le métaverse, une masterclass dans le métaverse, on est d'accord, hein, on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. Moi, maintenant, à titre personnel, évidemment que je dis go et triplement go là-dedans, puisque on travaille là-dedans. Après... Alors c'est vrai qu'il y a des vraies questions philosophiques autour de la réalité virtuelle et on ne peut pas les éluder, il faut en parler. Il y a des questions d'éthique, effectivement, il y a des questions philosophiques, c'est-à-dire où est ma réalité? On ne peut pas se dire que les gens il y a des gens qui sont réfractaires à la réalité virtuelle et on en connaît. Et autour de nous, je suis sûre que vous connaissez des gens qui disent oui mais non, mais alors déjà qu'il y avait les PlayStation, alors maintenant il y a des casques, on les voit plus, ils mettent des casques, ils partent dans des réalités autres. La réalité c'est là, je te touche, je te parle et t'es là. Donc il y a ces questions effectivement, et il va falloir qu'on apprenne à mettre, et on en parlait, enfin j'entendais la conférence ce matin qui était hyper intéressante sur le sujet, il va falloir mettre un certain nombre de règles là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester toute une journée avec un casque sur la tête. Hein. Ça, c'est impossible. Déjà, physiquement, c'est trop lourd, c'est pas possible. Une expérience de 45 minutes, 2 expériences de 45 minutes avec 2 heures de pause entre deux, c'est tout à fait faisable. C'est un peu comme la plongée sous-marine. Voilà, en fait. mais on ne peut pas vivre dans la réalité virtuelle, ou dans la réalité augmentée, ça c'est juste pas possible parce que notre cerveau aujourd'hui, en tout cas avec les technos d'aujourd'hui, ne le supporte pas. Maintenant, demain, je veux dire, le rêve de dire on se greffe quelque chose pour être tous connectés, comme dans les BD futuristes et fantaisistes d'ailleurs, pour moi j'y crois pas. Parce que au même moment où on a toutes ces technologies qui arrivent, on a en même temps une hausse forte de la volonté des gens de protéger leur intimité et leur liberté. Et ça, c'est même naturel parce que depuis Internet, il n'y a jamais eu autant et on l'entendait ce matin, de RGPD, de machin, de bidule, de protection de la vie privée. Les réseaux sociaux ont amené leur lot de problèmes à gérer aussi sur le sujet. Donc moi, je pense qu'il y aura toujours un frein quand même par rapport à ça, qui est notre libre arbitre. Après, moi, je ne suis pas prof de philo. Mais je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Moi, je pense que la réalité virtuelle, c'est bien à partir du moment où c'est quelque chose de volontaire, qui est de l'ordre de l'expérimentation. C'est pour ça que chez nous, on appelle ça des expériences de réalité virtuelle. Et ce n'est pas la vie en tant que telle, mais par contre, c'est vrai que ça offre des possibilités qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, c'est dommage de passer à côté. Maintenant, on peut passer à côté et puis vivre complètement en voulant pas essayer quoi que ce soit. Et moi, je respecte. Maintenant qu'on plonge tous demain, je pense que c'est pas demain la veille. Pour répondre à ta question, moi, j'y crois pas une seconde. Voilà. Merci. On est arrivé à la fin du temps réglementaire, n'est-ce pas? Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, de toute façon, je pense que la plupart d'entre nous, on prendra le temps d'y répondre. Et puis, on va enchaîner dans 5 minutes, c'est ça? 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes, il y aura la remise du trophée de l'économie numérique. Et quoi? Et des awards, c'est ça? Ok, d'accord, j'essaie de lire sur les lèvres. Voilà, donc merci de votre écoute. N'hésitez pas à les tester, les stands sont ouverts jusqu'à 17h. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas testé, allez-y. Il faut vraiment que vous testiez la réalité virtuelle avant de repartir, j'y tiens. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, soit à la fin, soit sur LinkedIn ou voilà, les réseaux sociaux. Merci à tous.